Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors avec moi, comme d'habitude, Arnaud. Arnaud, comment ça va aujourd'hui ? Salut Paul-Adrien, écoute, ça va bien, comme d'habitude, un plaisir d'être là. Et aujourd'hui, exceptionnel, on reçoit Guillaume. Donc Guillaume qui est chercheur freelance en biotechnologie. Guillaume, comment ça va ? Impeccable, merci, bonjour et merci de me recevoir. Oh bah il n'y a pas de problème, c'est toujours un plaisir de recevoir des invités. Bon, si vous avez rien d'autre à ajouter, on va passer à la news. Allez, c'est parti pour la news. Alors aujourd'hui, je n'ai pas une mais deux news. La première, c'est une rétro news. Une news dont on avait parlé dans un épisode précédent sur la viande artificielle. Et sachez que la société américaine Eat Just vient d'obtenir l'autorisation commerciale de viande artificielle de poulet. Donc c'est une première mondiale et il va pouvoir commencer à vendre cette viande artificielle. C'est marrant, j'ai vu ça, j'ai vu ça à Singapour aussi, il y a de la viande artificielle, ils ont commencé à... C'est Alors, je sais ça, pas ouais. si c'est la commercialisation, ouais, ok, c'est cette société-là. Donc D'accord. voilà, première mondiale à Singapour exactement, et qui vont avoir le droit de commercialiser de la viande artificielle. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bon, si quand même. Non, t'en penses quoi ? Ah, on a déjà parlé la dernière fois, moi je suis pas super convaincu, voilà, c'est pas très naturel tout ça, mais bon, je sais pas. Est-ce que ça va pas être un truc Guillaume, qui t'en risque penses de quoi ? dériver ou pas? Alors, pour ce qui est de la viande en elle-même, j'ai pas forcément d'avis sur le besoin. Derrière, par contre, tout ce qui est foie gras, où il y a les notions de souffrance qui viennent en balance avec les notions de bioéthique, je suis plus à attendre le faux gras cultivé que la viande de poulet cultivée. Ouais, moi aussi c'est pareil. Le poulet, c'était plutôt, par exemple, le bœuf, etc. Moi, c'est plutôt pour les ressources que ça utilise. Après, comme on l'avait dit la dernière fois, effectivement, ils sont obligés d'importer des acides aminés en masse, tu sais, dans les cuves pour recréer les cellules, etc. Donc, est-ce que ça va pas juste déporter le problème sur d'autres sources ? Je sais pas trop, mais bon, comme Non, quoi, mais c'est c'est marrant à ça. Et croire. puis, au final, enfin, moi, mon point de vue, j'entends ce point de vue des ressources. Effectivement, aujourd'hui, la production de viande consomme beaucoup de ressources, mais peut-être aussi parce qu'on produit trop de viande et on consomme trop de viande. Juste ça, quoi. Ouais, le problème de la consommation, effectivement. Enfin bon, comme quoi, c'est marrant, sur 3 personnes, on a 3 avis différents sur la question, quoi. Voilà, ouais, c'est intéressant. Alors, la seconde news aujourd'hui, ça concerne un article qui est paru en juin dernier, donc que je n'avais pas vu, dans le magazine Cell Report, qui indique que des chercheurs ont réussi à fabriquer un mini-foie artificiel humain qui a été implanté pendant 4 jours à des rats. Donc pour ce faire, les chercheurs, ils ont d'abord décellularisé un foie de rat et ils l'ont ensuite recellularisé avec des cellules hépatiques bio-ingénieuries humaines issues de iPSC, donc c'est Induced Pluripotent Stem Cell. Donc contrairement au précédent modèle, ils ont recellularisé avec des hépatocytes, mais pas que. Ils ont aussi inséré des cellules endothéliales vasculaires et épithéliales biliaires, ce qui en faisait un foie globalement fonctionnel. Donc, ils ont détecté la présence de protéines hépatiques dans la circulation sanguine des rats, donc ce qui veut dire que le foie fonctionnait. Mais par contre, il y a eu de gros problèmes au niveau de la vascularisation, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Donc c'est quand même, moi je trouve, un jalon, je dirais quand même, dans la fabrication d'organes artificiels. Et rappelons quand même que aux USA, 30 millions de personnes souffrent de désordres hépatiques et ça entraîne 40 000 personnes par an dont la maladie va évoluer vers un stade terminal de maladie du foie. Donc c'est plus de 30 000 décès par an aux États-Unis. Donc c'est quand même une cause importante de mort et... C'est moins que le coronavirus. C'est moins que le coronavirus. Non, mais alors pour le coup, moi je trouve ça vachement plus un jalon beaucoup plus intéressant et marquant que la commercialisation de la viande artificielle, hein. C'est assez fou et c'est vrai que si on arrive à faire des organes artificiels, quand on voit comme c'est compliqué de tout ce qui est justement donneur de foie, etc. Franchement, ce serait une avancée assez folle, quoi.
Guillaume, qu'est-ce que tu en Ouais, penses? alors après, pour faire le lien avec la news d'avant, il n'est pas exclu qu'un jour on mange du foie gras humain. Du foie gras humain. Cultivé en laboratoire, bien sûr. Ouais, bah, j'espère. Bon bah du coup, on va pouvoir passer au plat de résistance de ce podcast, à savoir le dossier de l'invité. Allez, c'est parti. Alors dans cet épisode, on reçoit bien entendu Guillaume. Comme il s'est été présenté comme chercheur freelance en biotechnologie, quel est ton parcours, tes objectifs? Je te laisse la parole. Oui, alors faut pas que je me trompe parce que ce qui était dit avant et puis l'intro, j'ai l'impression d'être Hannibal Lecter. Mais je vais rester sur Guillaume Brachet pour ce matin. Mon parcours, il a été guidé principalement par mon appétence pour les petites bêtes. Je suis pharmacien de formation et depuis toujours, je suis passionné par tout ce qui est animaux venimeux, vénéneux. Donc pas psychopathe, hein, mais juste intéressé par le côté médicamenteux, le nombre de ressources pharmaceutiques qui venaient de la nature. Et donc mon parcours, il a été pas mal guidé par ça. Pendant les études, il y avait un prof de biochimie qui avait donné des informations sur un module de venimologie au Muséum d'histoire naturelle à Paris, que j'avais été suivre avec plaisir, et donc j'ai eu envie de guider mon parcours là-dessus, sachant que tout ce qui est animaux venimeux, vénéneux, bon, en France métropolitaine, il n'y a pas grand-chose, et j'ai un côté pantouflard, parce que j'avais été... quand j'étais petit, j'ai été scolarisé une partie de mon temps en Angleterre, et donc j'avais gardé un peu une appétence pour la Touraine et le fait de ne pas bouger de chez moi. Et donc, quand j'ai voulu commencer à faire de la recherche, je me suis dit, bah, c'est sympa les animaux venimeux, mais d'un autre côté, c'est vachement loin. Et puis, il y a un prof qui m'avait dit qu'il fallait faire un internat pour faire de la recherche parce que c'était la voie royale pour faire une thèse de sciences, pour le CV au cas où la carrière hospitalière universitaire fonctionne pas. Il a eu le nez creux et je le remercie. Je sais plus qui c'est, ceci dit. Et donc, je me suis orienté vers l'internat pharmaceutique, une filière qui s'appelle Innovation pharmaceutique et recherche, qui est une filière qui est dédiée à la recherche, notamment clinique et appliquée, dont on dit depuis qu'elle existe qu'elle va disparaître et puis qu'elle existe toujours. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent de pas le faire parce que ça va disparaître, faites-la. Et donc au moment de faire ce concours, je m'étais orienté là-dessus. Et après le concours, une fois que ça a été tout bon, validé derrière moi, je me suis orienté vers le choix du service. Qu'est-ce que je fais en aimant les venins et les petites bêtes à Tours. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse activité venimo non plus. Donc, qui aime les venins? J'étais allé voir les deux services qui étaient potentiellement concernés, donc la pharmacotox et puis l'immunologie. Il y a eu des atomes crochus avec un des PEPH, un professeur universitaire et praticien hospitalier, oui, voilà, pardon. Okay. C'est ce que j'ai demandé. Donc, avec un chef de service. Et c'est comme ça que je suis arrivé en M2 thèse sur un poste d'interne dans le service d'immunologie à Tours, où en fait on a raccroché les petites bêtes par le côté oncologie, donc la cancéro, avec notamment une partie des molécules de cancéro qui vient de la nature, d'arbres, enfin de plantes ou d'animaux, peu importe. Et puis donc les anticorps thérapeutiques et les biotechnologies avec ce qu'on appelle les anticorps armés, qui sont une façon d'emmener des molécules issues du monde naturel mais trop toxiques pour être administrées toutes seules vers la tumeur directement en utilisant le ciblage par un anticorps. Et donc l'étude des anticorps armés, ou ADC en anglais pour Antibody Drug Conjugates, ça a été un peu la façon de raccrocher entre les animaux venimeux et vénéneux comme pourvoyeurs de molécules d'intérêt thérapeutique et l'immunologie. Donc voilà, ça a été un peu le début du truc. Je me suis bien amusé, on a fait beaucoup d'études sur des anticorps qui étaient déjà sur le marché. J'ai eu entre les mains beaucoup de technologies en développement, donc on a vu des trucs passionnants. Et puis... Pour être sûr d'avoir bien compris, les anticorps armés, c'est donc un truc très toxique qu'on va mettre au bout d'un anticorps. Et l'anticorps, vu qu'il va avoir une affinité très forte pour là où on veut l'amener, bah du coup, le truc très toxique va être localisé sur ce qu'on doit éliminer, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est pour éliminer tout ce qui est toxicité off-target. C'est vrai que quand on voit des patients cancéreux dans la rue, souvent on est capable de les identifier parce qu'ils ont une peau qui est plus claire ou plus de cheveux ou des choses comme ça. Et puis ils sont amaigris parce qu'il y a tout ce qui est mucite, donc les irritations des tubes digestifs, tout ça. Et là, les anticorps armés, c'est une façon d'éviter toute cette toxicité à distance qui permet de traiter avec des molécules extrêmement efficaces de façon très ciblée. D'accord. Super intéressant ça. Donc ça, c'est une modalité de traitement auquel beaucoup de monde croit beaucoup, moi y compris.
Et puis, et donc ça a été l'essentiel de mon travail, enfin une bonne partie de mon travail, en tout cas pendant ces 8 ans au CHU de Tours. À la fin de ces 8 ans, mon pantouflage n'aidant pas à trouver un boulot à distance, je me suis passionné d'un coup pour l'entrepreneuriat en me disant mais c'est génial ce truc-là, ça me permettrait de rester bosser à Tours en créant mon poste tout seul. Et donc j'ai subi un incubateur qui s'appelle Pépite, qui est un incubateur à promotion universitaire, subi parce que c'était pendant le confinement, que c'était 8 heures devant l'ordinateur avec une connexion toute pourrie. Mais bon, ça a donné que j'ai pu envisager de créer mon poste en Touraine sur un truc qui me tentait et pas prendre un boulot alimentaire. Donc mon pantouflage m'a amené à l'entrepreneuriat. Et au début, j'étais parti sur des projets de deep tech, sauver le monde, révolutionner la science, enfin des trucs un petit peu ambitieux, on pourrait dire comme ça. Et puis donc j'étais ambitieux parce que j'avais quelqu'un qui maîtrisait la techno avec moi dans le projet, qui est parti parce qu'il avait une appétence pour manger autre chose que des pâtes et il a eu une proposition de CDI. Et donc je me suis réorienté vers ce que je savais faire. On m'a dit Guillaume, recentre-toi sur ce que tu sais faire, recentre-toi sur ce que tu sais faire. Je me suis dit dans le fond, je fais quoi? Moi, je suis enseignant-chercheur. Bon, on va faire de la formation et de la recherche, quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis recentré sur les compétences de chercheur, avec des objectifs qui sont inchangés, c'est-à-dire j'ai envie de participer à l'innovation pharmaceutique, j'ai envie de ramener le monde de la petite molécule dans les anticorps armés et des petites toxines naturelles dans les biotechnologies, aider à prendre en charge des pathologies et puis surtout nourrir le terreau tourangeau dans la mesure où j'ai fait mon nid ici en Touraine et donc mon but c'est aussi de participer à l'écosystème tourangeau, de développer tout ce qui est des thématiques du biomédicament qui sont déjà largement ancrées dans le territoire de la Touraine avec l'Institut Biocube qui sert à former tout le personnel technique autour de la bioproduction. Et puis donc des structures comme ça. Excuse-moi, c'est quoi le Biocube? Le Biocube Institute, c'est une structure qui est à cheval entre des biopharma et l'université de Tours, qui permet de former du personnel à la bioproduction. Donc c'est une mini facilité industrielle, une espèce de mini implant, une mini industrie de bioproduction avec des bioréacteurs, avec des zones, des salles blanches, où on forme des gens à manipuler tous ces instruments de bioproduction. D'accord. Là, je connaissais pas du tout. Voilà, donc ça c'est une partie des choses qui ont été mises en place, notamment grâce à l'aide du Labex Mabimproof, qui est un laboratoire d'excellence qui est dédié aux biomédicaments, qui est implanté de façon locale. Et donc on forme des gens à des domaines de pointe comme ça, qui sont très facilement insérés derrière dans le monde professionnel, puisqu'il y a, je crois, de l'ordre de 90% de taux d'insertion à la sortie de ce Biocube Institute. Bah ça m'étonne pas. Ouais. Voilà un petit peu pour le parcours jusqu'ici. Donc ça fait maintenant 1 mois que l'activité est lancée. Et puis ça va continuer comme ça, quoi. Ça démarre très bien. D'accord, donc tu nous as... Ouais, vas-y. Ouais, pardon. Ouais, du coup, plus précisément, ton activité, elle consiste à quoi exactement au quotidien? Alors au quotidien, moi j'ai les 2 casquettes, donc la casquette plutôt enseignant avec des formations. Alors je fais de la formation en université, en institut technique et des choses comme ça. D'accord. Et puis de la formation biopharma, donc pour les industriels, des formations qui sont à la carte sur leur thématique à eux, donc des laboratoires de dermato, des laboratoires qui sont dédiés aux biomédicaments, avec des demandes spécifiques par rapport à leur catalogue souvent. Et puis la casquette chercheur, avec une activité qui est plus de l'ordre du consulting, ou de la collaboration scientifique. On rédige, j'écris des papiers avec des académiques, j'écris des papiers avec des boîtes biopharmaceutiques ou d'intelligence artificielle appliquée à la santé. Et puis du conseil, notamment en physico-chimie. Et puis tout ce qui est analyse des biomédicaments, en fait, caractérisation analytique. Et puis aussi donc accompagnement à la bioproduction, là notamment dans le contexte des vaccins anti-Covid. D'accord. Ok, intéressant. Tu es centré autour des biomédicaments, tu nous en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un biomédicament, quels en sont les différents types, etc. Alors les biomédicaments, en fait, c'est une définition qui est, pour reprendre des phrases de grands philosophes, qui est un peu péremptoire, dans la mesure où le Code de la santé publique dit qu'il faut que ce soit compliqué. Il dit qu'il faut que ce soit produit par une cellule vivante et de caractérisation compliquée qui nécessite plusieurs techniques. C'est un peu bizarre, mais il faut comprendre ce qu'il y a dessous, en fait, parce que les cellules vivantes, c'est une façon de produire quand on n'arrive pas à bioproduire une grosse molécule. Donc les biomédicaments, c'est souvent des protéines qui sont très très larges, au-delà de 60 acides aminés, donc on ne sait plus faire ça dans un tube à essai.
Donc on fait intervenir le vivant, mais on peut aussi produire des petites molécules par le vivant, et c'est le cas des médicaments qui sont extraits de plantes ou de choses comme ça. C'est déjà une cellule vivante qui les produit. Donc il faut insérer un niveau de complexité supérieur pour comprendre, pour les séparer des petites molécules. Et donc ce niveau de complexité, il est au niveau de l'analyse, puisqu'en fait les cellules vivantes, elles produisent des petites molécules de façon très régulière et très classique. Mais pour tout ce qui est protéines, il va y avoir un niveau d'hétérogénéité, notamment au niveau des glycanes, au niveau de la séquence protéique, qui va être a posteriori, après la traduction. Et donc, ça va nécessiter des techniques d'analyse qu'on va appeler orthogonales pour venir caractériser entièrement le médicament. Et donc, c'est la définition du Code de la santé publique, elle prend ça en compte. Elle prend en compte l'hétérogénéité moléculaire et la taille de ces molécules. Donc, c'est des grosses molécules. Par contre, j'ai pas compris cette histoire d'analyse. En clair, la définition, elle est, si on la prend de façon vernaculaire, elle est pas très difficile. Les biomédicaments, c'est ce qu'on sait ni produire ni analyser simplement. Donc voilà. C'est une définition qui est assez sommaire, mais en fait qui reflète assez bien la réalité, dans la mesure où dans les recommandations pour tout ce qui est analyse des biomolécules, il est demandé de caractériser leur séquence protéique, donc c'est-à-dire l'enchaînement des acides aminés qui va former la protéine. Il va falloir caractériser les hétérogénéités de cette séquence, donc c'est-à-dire notamment en C terme et en N terme, donc c'est-à-dire aux extrémités de la protéine, les petites variations qu'il peut y avoir. Il va falloir caractériser de façon très importante donc s'il y a un sucre de couplé dessus, les variations de ce sucre dans le temps et en fonction des paramètres de culture, avec notamment des sucres qui sont indésirables, qu'il faut maintenir sous certains seuils, et puis les sucres qui peuvent expliquer l'efficacité de la protéine, dont on va devoir justifier, qui sont toujours maintenus dans des concentrations qui sont celles qui sont fixées dans le cahier des charges initiales. Donc tout ça, c'est des paramètres d'analyse qui nécessitent d'implémenter plusieurs techniques. Et donc, c'est un peu ça l'idée de la caractérisation qui est complexe, c'est-à-dire que ça fait appel à la fois à des techniques de physique, de biologie, de chimie. Donc, c'est tout un package qui va faire un dossier monstrueux et qui va devoir être reproductible dans le temps pour justifier qu'il n'y a pas de dérive, justement, au fil de l'utilisation des différents lots de ce médicament. D'accord. Et par rapport à l'activité du produit, du coup, il y a aussi des techniques spéciales ou... L'activité du produit, c'est-à-dire l'activité biologique au niveau cellulaire, voilà, moléculaire. Ouais, ouais, c'est ça. En fonction de ce qui est avancé par le médicament, on va prendre un exemple, parce que si on reste sur des généralités, les biomédicaments, ça comprend à la fois les protéines de substitution comme les facteurs de croissance, les vaccins, les anticorps thérapeutiques, donc il faut on va centrer autour de quelque chose. Disons, pour les anticorps thérapeutiques, l'efficacité, elle vient de deux parties de la protéine. Donc, il y a la partie qui va accrocher la cible, donc c'est la partie paratope. Et derrière, l'efficacité, elle va venir aussi de la fonctionnalité de l'anticorps, c'est-à-dire sa capacité à recruter le système immunitaire. Donc, pour ça, il faut caractériser à la fois l'affinité pour la cible, par exemple, et derrière, l'affinité pour les récepteurs, plus la capacité à engager les récepteurs et donc à activer un certain nombre de cellules du système immunitaire. Donc là-dessus, ça veut dire que rien que pour caractériser ça, il faut à la fois des techniques en plaques de type les techniques ELISA, qui vont être des techniques de caractérisation de l'affinité pour la cible, mais aussi des techniques en cytométrie en flux, donc qui sont des techniques plus dynamiques de biologie qui vont faire appel à des cellules pour caractériser la capacité de l'anticorps à engager ces cellules dans le combat contre la cible. Donc voilà, rien que pour cette partie-là, il y a au moins 2-3 types de techniques différentes à implémenter pour caractériser. D'accord, c'est plus complexe qu'on ne se l'imagine au final. Toujours. Et donc, tu as parlé des différents types. Donc, tu en as cité deux, donc les hormones de croissance et les anticorps. Est-ce qu'on peut les organiser en différentes classes ? Alors, en gros, les classes de biomédicaments, on peut compter les protéines de substitution et les facteurs de croissance dans une seule catégorie. Il y a les vaccins qui sont un petit peu à part, les anticorps thérapeutiques, et puis de plus en plus on a émergence, en tout cas dans les essais cliniques, et puis un peu en clinique, il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont proches, de virus thérapeutiques ou de pathogènes thérapeutiques, donc notamment dans tout ce qui est oncologie, puisqu'on s'est rendu compte, ça a fait le buzz, je crois que c'était en 2018, que certains virus de pathologie relativement bénignes en général saisonnières étaient capables de permettre une réactivation du système immunitaire contre des tumeurs et donc de participer à des traitements anti-cancéreux.
Et donc, c'est plus de ces trois classes. Du coup, quand on parle de biotechnologie en général, en fait, on parle de une de ces trois choses. Quand on parle de biotechnologie, si on reste sur le terme biotechnologie, on recoupe des choses qui sont encore bien plus vastes que ça, notamment de tout ce qui est l'agriculture et de classes qui n'ont rien à voir avec la médecine. Par contre, si on parle de biomédicaments, oui, on reste dans un féodé à ces quatre catégories-là. D'accord. Donc, la biotechnologie appliquée à la médecine, donc biomédicaments, c'est ces trois catégories. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur la différence par rapport à un médicament, entre un biomédicament et un médicament issu de la synthèse chimique? Oui, alors donc les différences, elles vont se situer un peu à tous les niveaux. En termes de découverte, par exemple, les petites molécules, elles sont issues du monde naturel, mais surtout du monde environnant, c'est-à-dire on observe que à proximité de tel champignon, il n'y a rien qui pousse, et donc on se rend compte qu'il y a quelque chose dans la substance du champignon qui inhibe, par exemple, la croissance bactérienne, ou on va observer que telle plante était utilisée de façon traditionnelle pour aider à faire passer la fièvre, et on va découvrir l'acide salicylique, puis l'aspirine. Donc c'est souvent des choses extérieures. Les biomédicaments, c'est quand on se rend compte que dans un organisme qui est beaucoup plus proche de nous, donc soit l'humain, soit un organisme type, je vais dire un mammifère, bien souvent, il y a quelque chose qui permet de lutter contre une maladie. Donc c'est historiquement le sérum, la sérothérapie dans les maladies infectieuses à toxines, type la diphtérie, typiquement. Et donc des découvertes biochimiques qui vont être faites dans des mammifères qui nous sont bien plus proches, qui vont amener à des découvertes derrière de protéines qui participent, ou de molécules qui participent au système immunitaire, qu'on va chercher à caractériser, à reproduire de façon artificielle. Alors initialement plutôt de façon très naturelle, on inoculait des chevaux avec de la toxine diphtérique, enfin de la natoxine diphtérique, pour leur faire produire quelque chose dans leur plasma qui servait à soigner les patients. Et on est moins dans le côté les plantes, le monde environnant, les boîtes de pétri. Après, au niveau de la synthèse, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Les petites molécules, sous réserve de quelques-unes qu'on n'est pas capable de fabriquer, la plupart, elles se font dans un tube à essai pour être un peu réducteur, volontairement. Alors que les biomédicaments, donc on est obligé de faire intervenir le vivant pour les fabriquer. Et puis, il y a leur nature de protéines qui va faire beaucoup, c'est-à-dire que leur nature de protéines, elle va faire que notamment ils vont être dégradés par l'estomac et le tube digestif, donc qui fait que l'administration va être quasi systématiquement parentérale, par injection souvent intraveineuse, parfois intramusculaire. Derrière, tout ce qui est de leur élimination, ils vont se comporter comme des protéines, donc l'organisme, notre corps, fabrique beaucoup de protéines et les élimine de façon à pouvoir récupérer l'énergie qui est contenue dans les acides aminés. Donc, ils vont être dégradés d'une façon qui va être très distincte, très, très différente de celle des petites molécules. Quand on a une petite molécule issue de la synthèse chimique, on a une dégradation souvent qui passe par le foie, avec les cytochromes, on va avoir le risque de métabolite actif, tout ça. Une protéine, elle va être dégradée par le protéasome et puis derrière, elle va être dégradée donc en acides aminés qui vont pouvoir être réutilisés dans la machinerie ou pour l'énergétique. Et du coup, est-ce qu'il y a moins d'effets indésirables justement liés à cette toxicité des médicaments plus chimiques? Alors, moins d'effets indésirables, je dirais pas ça. Je dirais qu'ils sont de nature très différente et souvent, il y a une part d'imprévisibilité qui est un peu moindre. Par contre, le taux d'effets indésirables brut, si on prend comme marqueur, comme indicateur le taux d'attrition dans les essais cliniques, on est de l'ordre de 80% de taux d'attrition, c'est-à-dire qu'il y a 4 molécules sur 5 qui passent pas les essais réglementaires, donc on reste sur des choses qui sont du même ordre de grandeur, en tout cas par rapport aux petites molécules. D'accord. Ok. Voilà, en termes de ça, c'était les principales différences pour ce qui était pharmacosnétique. En termes d'analyse, on en a déjà un petit peu parlé, et puis du coup, ça amène ce niveau d'hétérogénéité, des grosses différences en termes de copie, de réglementation pour ce qui est copie du médicament, puisque là où on a des génériques qui sont des copies parfaites des petites molécules, pour ce qui est biomédicament, il va être impossible de faire une copie parfaite puisque le principe c'est déjà hétérogène. Donc on va parler de biosimilaire, donc de bioéquivalence et plus de générique. Intéressant ça, parce qu'on avait parlé effectivement de Samsung, Samsung qui faisait des biosimilaires il y a quelques épisodes. Donc c'est un très bel éclairage que tu nous fais là. Et alors moi je me posais la question, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de le faire autre que grâce à du vivant, de fabriquer des biomédicaments qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire en fait? Ouais, c'est quoi le process qu'on est incapable d'artificialiser, quoi?
Alors, on n'est pas tout à fait incapable de l'artificialiser. En fait, ce qui se passe, c'est que pour faire une protéine, il faut donc pour les anticorps thérapeutiques, pour reprendre cet exemple, la chaîne lourde fait 450 résidus d'acides aminés environ. Donc c'est énorme. Il faut dire dans le bon sens, je couple parmi les 20 résidus d'acides aminés d'abord celui-là, après celui-là, après celui-là, 450 fois de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu long, compliqué, et il se trouve qu'il y a un système biologique qui le fait extrêmement bien, qui est le ribosome, puisque le rôle du ribosome, c'est de traduire l'information génétique en protéines. Et donc, lui, il le fait très bien. Moyennant quoi, mettre des ribosomes et des acides aminés et de l'information génétique dans un tube à essai pour faire produire une molécule sans qu'il y ait intervention d'une cellule complète, c'est faisable. Sauf que pour faire des ribosomes et avoir des ribosomes bien conformés, bien positionnés pour faire la production de ça, il faut partir de cellules vivantes quand même. Donc en fait, si on veut s'affranchir de la cellule vivante, il faut partir d'une cellule vivante. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, qui fait que pour l'instant c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins onéreux quand on veut produire des grammes et des grammes de cette protéine thérapeutique de passer par des cellules vivantes que de prendre des extraits de cette cellule juste pour dire qu'on s'en affranchit. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on développe alors ces biomédicaments ? Alors, initialement, c'est ce que on racontait tout à l'heure, c'était pour développer un biomédicament, quand on s'est rendu compte que dans le sérum du cheval, il y avait des parties qui étaient capables de neutraliser des toxines une fois qu'on leur avait administré, on prenait un cheval, on piquait le cheval avec quelque chose qui était immunisant, donc qui lui faisait produire une protéine, quelque chose dans son sérum qui servait à guérir. Et donc on prenait plein de chevaux, on les piquait, et puis après on prenait leur sérum, on essayait de purifier ça comme on pouvait, et puis on administrait ça à des gens. On essayait en tout cas d'ajuster le titre protecteur pour savoir à peu près ce qu'on injectait. Ça avait un certain nombre d'inconvénients, notamment que les gens, au bout de la 3e fois qu'ils recevaient du sérum de cheval, ils finissaient par être plus malades parce qu'ils recevaient du sérum de cheval que parce qu'ils étaient malades. Donc ça, c'était un peu suboptimal. Alors, pour dire que c'est pas tout à fait, c'est pas fini cette technologie, on s'en sert encore notamment pour préparer les sérums antivenimeux, dans la mesure où, en général, on se fait pas mordre par des serpents tous les 4 matins. C'est assez rare qu'on tombe sur une vipère tous les matins en sortant de son lit, enfin en tout cas en France métropolitaine. Et donc, on contient ces technologies qui restent peu onéreuses et donc intéressantes. On restreint leur utilisation à des problématiques où on n'a pas besoin d'en administrer souvent. Peu fréquente, quoi. Ouais. Voilà. C'est toujours fait comme ça pour les antivenins de serpents ? Alors, pour une bonne partie, oui, c'est toujours fait comme ça. Y compris l'antivenin pour les vipères européennes qu'on utilise en France, donc c'est du FAB'2 d'immunoglobuline équine, donc c'est-à-dire qu'on a été retiré une partie de l'anticorps, celle qui était la plus pourvoyeuse d'effets indésirables, de sorte à ce que les patients s'immunisent pas trop vite contre le médicament au cas où on ait besoin de s'en servir une 2e ou une 3e fois. En revanche, à l'heure actuelle, effectivement, l'antidote contre le venin de vipère, c'est toujours fait comme ça pour l'instant. C'est incroyable. Donc, une fois cette technologie un peu archaïque mais diablement efficace derrière nous, on va passer sur un peu plus petit, on va piquer une souris avec un antigène humain, puisque du coup la souris va reconnaître l'antigène humain comme du nom soi et donc va pouvoir faire des anticorps contre lui. Donc quand on pique une souris avec un antigène humain, elle va faire une réponse humorale, donc une réponse anticorps contre cet antigène. Et si on veut le récupérer, on va pas piquer 50 000 souris et puis récupérer leur plasma, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plasma par souris. Enfin, en tout cas, il y en a moins que dans un cheval. Ça, j'apprends rien à personne. Ouais. Et donc, on va plutôt récupérer les cellules qui produisent ces anticorps et puis chercher à les immortaliser. Donc, la technique développée par George Kohler et César Milstein, des hybridomes murins, où ils sont venus prendre les lymphocytes B de la souris et puis les fusionner avec une cellule de myélome, qui est une cellule qui est de type lymphoïde mais qui est cancéreuse, qui est immortelle. Et ça permet d'avoir une master cell bank, donc c'est-à-dire une banque de cellules de souris capable de sécréter à l'infini de l'anticorps. Et ça a été le début des technologies des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps où on a l'anticorps unique qui est sécrété de façon constante et qui permet d'avoir une spécificité donnée et de pas administrer une soupe où on sait pas trop ce qu'il y a dedans, comme quand on prend du sérum de cheval où il y a aussi des anticorps dirigés contre d'autres choses que contre l'antigène d'intérêt. Donc pour résumer, fou, hein. C'est quand même fou. Pour résumer, on prend une souris, on lui injecte un antigène humain. La souris va reconnaître l'antigène humain, fabriquer, donc les globules blancs vont reconnaître l'antigène et se multiplier, fabriquer des anticorps contre cet antigène. On prend la souris, on cherche cette cellule qui va fabriquer les anticorps, on la fusionne avec une cellule cancéreuse qui est immortelle.
le résultat de cette fusion va être une espèce d'usine à anticorps dirigée contre cet antigène qu'on va pouvoir utiliser à l'infini, quoi. Alors le terme d'usine est très approprié. On parle effectivement de cellules usines. Donc c'est des cellules qui produisent de l'ordre de 5000 molécules d'anticorps à la seconde quand elles sont activées. Et donc ça permet d'envisager des traitements d'anticorps monoclonaux effectivement à grande échelle. Mais ça s'est pas arrêté là. Ça s'est pas arrêté là, puisque la souris, il a fallu notamment faire en sorte que les anticorps soient plus des anticorps de souris. Donc on est passé sur de l'ingénierie moléculaire. On a essayé d'humaniser le plus possible les gènes des souris pour qu'ils ressemblent à des anticorps humains. Et puis derrière, on a surtout eu les techniques de biochimie, donc les techniques d'ingénierie moléculaire qui ont permis d'extraire les séquences codant pour l'anticorps chez la souris, d'aller les mettre dans un tube à essai, d'aller les répliquer et puis d'aller les modifier pour initialement donc modifier la séquence d'acide nucléique pour leur rendre les anticorps plus proches de ceux des humains, et puis derrière s'amuser surtout à aller les faire produire par des cellules qui sont pas plus des cellules de souris forcément, mais qui peuvent être des cellules de hamster, de rat, de singe, de chien, d'humain, peu importe. Prendre une cellule usine qui soit plus efficace, ou notamment qui fasse des structures sucrées plus proches de celles des humains pour s'affranchir d'un certain nombre d'effets indésirables. Est-ce que c'est la structure sucrée qui pose problème pour d'un problème d'allergie, enfin de réponse immunitaire, un truc comme ça? C'est un des plus gros pourvoyeurs d'hétérogénéité de l'anticorps, donc c'est d'abord un frein pour tout ce qui est caractérisation, et puis oui, effectivement, pour certains anticorps, et puis certains sucres en particulier, c'est un pourvoyeur d'effets indésirables, effectivement. D'accord. Donc ça a été une grosse avancée de pouvoir faire fabriquer ces anticorps dans des cellules usines qui sont pas des cellules de myélome murin, faire des master cell bank avec des cellules qui ont été un petit peu modifiées pour permettre notamment d'être plus efficace sur la production de l'anticorps ou d'avoir un meilleur ratio de production d'une chaîne sur l'autre, puisque on a pour un anticorps par exemple plusieurs chaînes protéiques différentes et donc l'équilibre de production est important. Ça permet aussi d'aller faire des mutations dirigées pour permettre d'avoir une meilleure fonctionnalité ou d'aller au contraire éteindre certaines fonctions effectrices qui peuvent être pour les effets indésirables. Donc on a vraiment toute une partie ingénierie moléculaire dans ces anticorps thérapeutiques qui a été permise par ces techniques de biologie moléculaire. Et donc, en fait, on se passe, contrairement au précédent mode de développement, on se passe complètement du hasard alors. Ah, pas tout à fait, puisqu'en fait on est inféodé à la librairie, au répertoire humain de la souris. Il faut bien comprendre, quand on fait un anticorps contre un pathogène ou contre un antigène de l'environnement, on ne fait pas un anticorps en réponse à cet antigène. L'anticorps, la spécificité, elle existe déjà en nous à la naissance, enfin pas à la naissance mais un petit peu plus tard, une fois qu'il y a eu des recombinaisons aléatoires qui sont faites dans la génétique des lymphocytes. Donc les lymphocytes, ils ont une partie de leurs gènes qui sont là pour faire des erreurs, pour se recombiner au hasard et générer ce qu'on appelle une librairie, un répertoire de réponses possibles contre les antigènes de la nature. Donc en fait, ce qu'on vient faire quand on administre un antigène à la souris, on vient booster un lymphocyte qui porte déjà en lui la spécificité contre cet antigène et le rendre dominant, ce qui fait qu'au moment d'aller chercher la cellule, on va pas chercher une cellule, on va chercher un contingent de cellules qui sont toutes capables de réagir contre telle ou telle partie de cet antigène, chercher à les isoler pour avoir un clone dans un puits, donc être capable de faire un anticorps qu'on va appeler monoclonal, une seule espèce moléculaire d'une seule spécificité. Et pourquoi on fait ça pas ça chez des humains? Alors pourquoi on fait ça chez des souris? Parce que on n'injecte pas l'antigène à des humains? La réponse, elle est double. La réponse, c'est que, on le fait pas chez des humains parce que c'est des humains, et la deuxième réponse, c'est qu'on peut faire ça chez des humains quand même. Alors, je vais m'expliquer parce que j'ai l'impression que c'est un peu paradoxal ce que je raconte. On fait pas ça chez des humains parce que quand on administre un antigène humain à un humain, il a éduqué son système immunitaire à pas répondre contre. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il ait eu la spécificité lymphocytaire dirigée contre la protéine qui rend malade dans la DMLA, on va dire, par exemple. Et puis, comme c'était une protéine du soi, le système immunitaire s'est éduqué en disant « Attends, faut pas que je réponde contre ce truc-là parce qu'en fait, ça fait partie de moi et donc je suis en train de me taper sur la figure tout seul. » La deuxième partie de la réponse, où je disais qu'on le fait quand même, c'est qu'il y a une partie des patients, des gens, de la population générale, qui est effectivement immunisée contre des antigènes qu'ils portent en eux. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ah oui. Et donc, en fait, il y a une partie des spécificités qu'on commence à être capable d'aller chercher chez des patients, qui sont des anticorps qui sont dirigés contre le soi, qui sont pathogènes chez le patient,
et qu'on peut utiliser pas forcément comme médicament, mais potentiellement ça peut être comme en diagnostic in vitro, par exemple pour des tests des kits ELISA, on peut aller chercher des spécificités antigéniques chez des patients qui souffrent de maladies auto-immunes et s'en servir donc pour le diagnostic d'autres patients. Excellent, excellent. Et alors, est-ce que tu penses que les biomédicaments vont complètement remplacer les médicaments issus de la chimie dans le futur? Proche ou... Avant de répondre, et en complément de ça, moi je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je participais à un salon pharma, bref, en France, il y a 7-8 ans. Et là, depuis que je t'entends parler, je me dis, bah, ça a bien évolué, parce que justement, à l'époque, le constat, c'était la France, c'est le pays de la production de médicaments vieux. Il faut qu'on change, il faut qu'on aille vers un renouveau parce que bah, économiquement, à l'échelle mondiale, forcément, fabriquer des produits matures, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être, enfin, je sais pas si c'est plus facile, mais c'est pas l'avenir, quoi. Et là, c'est vrai que depuis ces dernières années, on sent que la biotechnologie, les biomédicaments en France, et même après globalement, mais en France, on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus d'entreprises qui font ça. Et du coup, bah, en lien avec la question de Paul Adrien, justement, est-ce que toi, c'est un constat que tu fais et est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt en plein essor ou est-ce que la France a encore un train de retard bah, vis-à-vis de, justement de la bioproduction? C'est une question qui est extrêmement vaste. Alors, la stratégie du c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, elle tient tant que la confiture périme pas. Je Ouais. m'explique, effectivement, la stratégie initiale de fabriquer des molécules qu'on maîtrisait bien, d'avoir une expertise sur des médicaments un peu vieillots, elle tient le temps que les brevets tiennent, et puis derrière, il y a plusieurs C'est ça. problématiques qui se dégagent. La première, c'est une problématique, on va dire universitaire, intellectuelle, qui fait que quand on forme des gens à des technologies de pointe et qu'ils se font tous aspirer à l'extérieur du pays pour aller produire ailleurs, bon, ça la fout mal. Il y a un aspect économique qui est certain, qui est de dire aussi, on fait vivre nos territoires en faisant de la bioproduction en France, et donc ça c'est intéressant. Mais encore une fois, à l'échelle de multinationales, c'est plus une orientation politique pour de l'image que vraiment un besoin par rapport à la capacité d'aller faire produire ça à moindre coût ailleurs. Après, il y a un aspect qu'on a plus mesuré ces derniers temps, qui est l'aspect d'approvisionnement, où on parle de souveraineté de la France en termes de production, de capacité de production de ces médicaments, où on a bien vu que quand il y a des crises à l'échelle mondiale, bah, c'est un peu chacun pour sa pomme, et donc on se garde les médicaments pour soi tant que les usines sont à ralenti, et donc le voisin qui est un peu en pénurie, bon, bah, tant pis pour lui, quoi. Donc on est en train de se dire, bah, il faut qu'on réinternalise la compétence à produire nos matières premières, nos médicaments et nos biomédicaments, parce qu'il faut pas qu'on se retrouve avec des patients qu'on puisse plus soigner en période de crise, dans la mesure surtout où on n'est pas certain que ce soit pas des choses qui soient amenées à se reproduire. Mm. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu tous ces aspects-là qui sont importants. Et en termes de technologie, on est un petit peu en retard. En tout cas, les indicateurs disent que la France est un petit peu en retard sur ses voisins européens en termes de biotechnologie. En revanche, il y a une vraie volonté politique et il y a vraiment des choses qui sont mises sur la table qui sont destinées à faire en sorte que ça change. On le mesure, nous, en Touraine, puisque en l'échelle de 10 ans, moi, depuis que j'ai commencé les biomédicaments, on était sur c'est pour après-demain, ça va arriver. Et puis là, plus ça va, et plus on a, voilà, des filières qui C'est sortent là, de quoi. terre avec des gens qui sont embauchés à 90%, très notamment en Europe, puisqu'il y a des terrains d'accueil, et ça y est, ça commence à prendre. Et puis technologiquement, on a tout ce qui est le monde des startups, on a des medtech et qui commencent à être extrêmement performantes avec des médicaments qui arrivent sur le marché qui sont imaginés et produits sur le sol français. Et du coup, alors la question est dans l'autre sens. Est-ce que, et justement par rapport à cette indépendance sanitaire, est-ce que justement cette course, je sais pas si c'est le bon terme, mais cette volonté d'aller de plus en plus vers la bioproduction, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'abandonner la production de molécules vieillissantes dont on a quand même toujours besoin, quoi, et qu'on ferait ça, faire ça par d'autres pays. Enfin, ouais, c'est un vrai défi en fait. Au final, faut pas se lancer que là-dedans, quoi. Faut garder une espèce de pluri,
pluri-industrie, quoi. Alors, il y a effectivement une partie des sites de production qui sont convertis, c'est-à-dire qu'on arrête l'activité de production des médicaments qui étaient faits sur place pour faire du biomédicament à la place. Biomédicaments, Donc ça, c'est vrai, il y a des sites qui sont réorientés. En revanche, on a quand même une force de frappe en termes de manufacturier de petites molécules et une expertise en termes de synthèse des petites molécules qui existent. Et donc, je pense qu'on n'est pas en train d'abandonner complètement la fabrication de ces molécules. Le vrai côté parent pauvre de la molécule chimique par rapport aux biomédicaments, c'est plus sur la R&D. Où là, on a des problématiques du type, on le voit bien avec les antibiotiques, on est arrivé un petit peu au bout pour certaines affections de ce qu'on avait comme ligne de traitement, où on commence à être un peu ennuyé avec des résistances, des polyrésistances, où on sait plus trop quoi faire. Et donc là, on a vraiment un frein qui va être à quoi bon s'embêter à faire de la R&D coûteuse pour des antibiotiques quand on voit le prix de remboursement qui est proposé derrière. On a un vrai frein qui est plus de l'ordre économique à la R&D des petites molécules par rapport à la plus-value que va représenter un biomédicament. Intéressant, ouais. Et est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire le processus de fabrication d'un classique, d'un biomédicament ? Oui, alors parce que j'étais en train de dire que c'était un médicament qui était intéressant financièrement, on va peut-être nuancer un petit peu quand même. Le processus de fabrication, il est extrêmement coûteux à toutes les étapes. C'est-à-dire que d'une part, on a une R&D qui est onéreuse, et on a une production qui est horrible en termes de contraintes réglementaires, en termes d'analyse, en termes de... Voilà. On a quelque chose qui se fait en 30 000 étapes, où on va prendre la Master Cell Bank, donc la banque de cellules qui a été faite initialement, qui sont des cellules caractérisées dans tous les sens pour leur caractère, leur innocuité, leur absence de pathogènes intracellulaires, donc de virus, de plein de choses. C'est ce qu'on avait décrit de la cellule fusionnée avec une cellule cancéreuse qui fait des anticorps à tout va. Voilà, donc cette cellule-là, on va la mettre en réserve, on va la faire se répliquer un petit peu, et puis on va en faire une master cell bank, donc on va l'enfermer dans un coffre-fort à moins 180 degrés, donc un vrai coffre-fort, mais fait pour conserver de la cellule pendant très longtemps. Et puis, une fois de temps en temps, on va décongeler un aliquot de cette master cell bank, et on va le faire se répliquer, de façon à avoir une banque de travail. Donc ces cellules-là, elles vont être inséminées dans une première série de compartiments de récipients type flasque. On va les faire se répliquer un petit peu. Ça va servir à inséminer des réacteurs plus gros, donc un seed, donc une insémination, puis un training batch, donc on va dire c'est un milieu d'expansion intermédiaire avant qu'il y ait assez de cellules pour les mettre dans un gros bioréacteur. Là, on va les nourrir avec des gaz dissous, avec des nutriments, on va contrôler qu'il n'y ait pas trop de mousse, on va contrôler qu'il n'y ait pas trop de contraintes physiques dessus, on va contrôler que les taux de nutriments, les taux de métabolites soient dans des taux corrects, donc c'est extrêmement lourd et pénible, sachant qu'en plus, s'il y a un seul des paramètres qui varie, à un moment donné, on peut se retrouver à tout jeter le batch de bioproduction. Donc étant donné les contraintes qu'on a déjà mis dessus en termes financiers, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour le laboratoire d'avoir à mettre à la benne tout un lot. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont extrêmement contrôlées et une fois que la manip elle est lancée, elle s'arrête plus. Une fois que les cellules elles sont à confluence, enfin pas à confluence, mais on va dire qu'elles sont arrivées à une concentration qui est idéale pour la bioproduction, elles vont se mettre à fabriquer du biomédicament en quantité importante et on va arrêter la production quand on estime que on a le lot caractérisé qui va être bien. À ce moment-là, il faut encore éliminer les cellules, récupérer le biomédicament. Il va falloir faire des étapes d'inactivation virale pour contrôler, vérifier qu'il n'y ait pas de pathogènes dans le lot. Il va falloir nettoyer tout ce qui a été produit par les cellules, virer tout ce qui est des protéines de la cellule qu'on ne veut pas avoir dans le médicament fini. Il va falloir donc nettoyer le biomédicament, faire des étapes de purification. Une fois qu'on l'a bien purifié, il faut encore le mettre dans son solvant, dans son vecteur, le solvant qui va servir à l'envoyer ou alors l'utiliser. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire les opérations de fill and finish, donc la mise en conditionnement, avant de l'expédier quelque part. D'accord. Ce qui est intéressant avec ce produit, ces produits, moi je trouve aussi, c'est que, comme tu l'as dit, ça reste quand même des produits qui coûtent cher à produire. Et du coup, c'est vrai que, alors si je parle un peu de qualité, de maîtrise de la qualité, en fait, les enjeux, la maîtrise de la qualité, les enjeux sur ce type de produit sont bien supérieurs à
je dirais, à des enjeux pour des anciennes molécules chimiques où, tout bête, hein, tu fais une erreur, tu jettes un lot en bioproduction, ça va te coûter des centaines de milliers, voire des millions. Tu jettes un lot de comprimés, ça va te coûter, allez, 30 000 euros. Enfin voilà, les enjeux sont vraiment pas les mêmes. Et du coup, c'est vrai que ça demande de vraiment maîtriser ces opérations. Enfin, on n'a plus le choix, quoi. Économiquement, c'est devenu... ça pousse à mettre la qualité au centre encore plus, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un très bon marqueur de ça. C'est une anecdote que j'aime bien. Il y a quelques années, j'ai été entendu pour un entretien d'embauche dans un gros laboratoire français, que je ne citerai pas, et où tout l'essentiel de l'entretien, c'était pour de l'assurance qualité. Ça a tourné autour d'une engueulade. C'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est une mise en situation, vous êtes le département assurance qualité, vous venez de retoquer un lot d'un biomédicament qui a été produit par le service de bioproduction, vous avez le responsable du service en face de vous qui est en train de vous dire que c'est n'importe quoi, que vous êtes un nul et que son lot de médicaments est très bien, allez-y, justifiez-vous. Et ça, c'était l'essentiel de l'entretien d'embauche. Donc, c'est-à-dire que c'est des contraintes au quotidien qui peuvent être très prégnantes et voire génératrices de tension. Ouais, encore plus. Intéressant. Par contre, du coup, quand on regarde le process de fabrication, ce qui est intéressant, c'est que on fabrique de rien le principe actif. C'est presque ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment le principe actif qui est sous forme de briques élémentaires que sont les acides aminés. Et on va prendre des cellules qui ont l'information de ce qu'il y a à fabriquer, on va leur mettre les briques, et puis elles vont se débrouiller avec les briques pour les mettre dans le bon sens et les finir comme il faut. Donc l'essentiel du coup, en fait, il est quand même sur la caractérisation de départ. Après, une fois qu'on a le processus sur rail, normalement, ça coûte quasiment rien à faire, si. Alors ça coûte quand même dans la mesure où il y a tout ce qui est de l'équipement, les normes de qualité autour de l'équipement, il faut qu'il soit parfaitement stérile. Donc il y a déjà tout ça, il y a le processus qui est caractérisé à toutes les étapes. Il y a surtout en termes de contraintes réglementaires, tout ce qui est des normes de caractérisation des lots. Donc sur chaque lot, il faut caractériser finement l'hétérogénéité, le processus à toutes les étapes. Il y a toute la traçabilité, à la fois la traçabilité du biomédicament lui-même, mais surtout la traçabilité de tout ce qui a été utilisé pour le fabriquer. Et il faut pas oublier que pour le fabriquer, il y a quand même des cellules vivantes. On va leur donner à manger, donc il va y avoir tout ce qui est nutriments, gaz dissous, donc tout ce qui va intervenir dans le procédé de fabrication, qu'il va falloir à chaque fois garder de façon sur, je crois que c'est 10 ans, avoir une traçabilité sur tout ce qui est des lots, de tout ce qui a été impliqué dans la fabrication du médicament. Mais ça change pas beaucoup d'un injectable classique, quoi. Enfin, de toute façon, tout ce qui rentre, la stérilité, etc. On fait un injectable, on est censé garder tout ça dans la même mesure. Par contre, après, j'avoue que les analyses et la caractérisation, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Après, moi, j'ai aussi un point là qui m'interpelle sur la bioproduction. J'ai vu quelques sites qui font de la bioproduction, loin d'avoir vu tous les sites, vraiment. J'ai vu beaucoup de sites plus qui font des produits, on va dire, plus habituels. Et sur les sites de bioproduction, j'ai remarqué que justement, par rapport à ces contraintes, etc., on fait beaucoup on utilise beaucoup des consommables jetables. On réutilise pas beaucoup les éléments. Et c'est vrai que il y a une question là en termes d'équilibre entre tout ce qu'on a dit c'est super, tout ça apporte des solutions nouvelles, des approches nouvelles pour des traitements pour des maladies qui sont qu'on ne sait pas traiter même encore aujourd'hui des fois, mais à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu écologique lié à justement cette consommation ces consommables, ces tuyaux qu'on va prendre jetables et on consomme beaucoup de ressources pour ça. Enfin voilà, il y a cet équilibre moi qui me pose question en fait. Alors ça, c'est vrai à tous les niveaux. J'ai envie de dire, dès le début, dès la recherche, même à la recherche académique, il n'y a pas une plaque ELISA qu'on va nettoyer avec un goupillon pour réutiliser. C'est en plus des déchets biologiques qui sont incinérés à haute température, à 1800 degrés, pour garantir justement la sécurité de l'environnement. Alors, la sécurité de l'environnement dans le sens environnement animal et humain, pas la sécurité de l'environnement dans le sens trace CO2, impact CO2. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, si on veut être un peu futuriste, j'ai tendance à croire que le biomédicament tel qu'on le connaît, c'est une
phase de transition et que ça va être amené à changer un petit peu, ça va se transformer encore radicalement dans la décennie qui vient. Intéressant. D'accord. Tout ça, c'est super intéressant, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de toi et de ce que tu fais. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu aides les industriels et quel type de service tu proposes qu'est-ce que toi tu fais concrètement? Alors moi j'ai mon côté chercheur où j'aime bien aller fouiller dans des documents pour chercher des informations qui figurent un peu entre les lignes. L'expertise elle est surtout là-dessus, c'est-à-dire que sur les biomédicaments et les anticorps en particulier, j'ai un œil où je suis capable de voir un peu ce qui est dit dans un document et puis ce qui n'est pas dit, et d'avoir une idée de pourquoi ça n'est pas dit. C'est-à-dire qu'on peut prendre pour exemple les brevets. Dans un brevet, on a toujours une façon de voiler un peu l'information. Il y a des informations scientifiques dans les brevets, le tout c'est de savoir les chercher. Donc il y a juste une partie data mining experte sur le biomédicament qui va être souvent utile quand le laboratoire cherche à former son personnel ou avoir une information un peu sensible dans des documents. Donc il y a ce côté à la fois formation et consulting un peu en data mining. Et puis il y a un aspect plus consulting sur des aspects on va dire, qui sont liés aux biomédicaments, mais qui sont plus transversaux. Là, par exemple, un accompagnement sur un vaccin anti-Covid, où ça va être plus des bonnes pratiques de fabrication appliquées aux biomédicaments. Donc là, ça va être plus aller aider à trouver des gens à adapter, et puis des gens qu'on va pouvoir former facilement aux bonnes pratiques de fabrication en milieu stérile et pour de la production de biomédicaments en particulier. À côté de ça, il y a une casquette entrepreneuriale où je participe à des projets de création de biomédicaments et notamment en anticorps armés. Donc là, ça va être plus mon appétence de gamin qui veut soigner une maladie, avoir l'opportunité de mettre les mains dedans pour de vrai et de porter un projet de start-up pour créer un biomédicament. D'accord. Oui, à côté de ça, il y a la partie formation biomédicaments un peu plus généraliste où je vais avoir donc une partie vulgarisation où j'aime bien essayer de mettre des notions un peu complexes dans des positions où les gens peuvent les comprendre de façon plus simple. Donc faire un peu de vulgarisation autour des biomédicaments, notamment au travers d'une chaîne YouTube qu'on est en train de développer avec Pogo Vidéo, donc qui est un partenaire de formation et de pédagogie. Et puis une partie plus formation des biopharma, donc où là ça va être de la formation plus de personnel qui sont déjà qualifiés sur le biomédicament et qui ont besoin d'avoir ce qu'on appelle un leadership scientifique, c'est-à-dire une connaissance un peu plus poussée sur à la fois leur portefeuille et puis sur la concurrence. D'accord. Et du coup, tu fais des formations plutôt généralistes, pas des formations sur mesure. Je sais pas, il y a un industriel qui a besoin de développer une formation sur son produit pour ses équipes. Ça, tu fais aussi ce genre d'intervention? Alors c'est même quasiment que du sur-mesure, c'est-à-dire que la formation généraliste c'est plutôt en université ou sur la chaîne YouTube. Ça c'est des choses qui sont intéressantes pour tout le monde et je pense que tout le monde devrait y avoir accès. Ouais. En revanche, les industriels, ce qu'ils me demandent souvent, c'est comprendre finement comment fonctionnent leurs biomédicaments. Ils ont souvent les documents, des documents un peu commerciaux sous la main, mais rarement quelque chose de scientifique. Et donc, ça va être d'aller leur expliquer, reprendre les documents commerciaux qu'ils ont et leur expliquer pourquoi c'est écrit comme ça et qu'est-ce qu'il y a derrière le message commercial et en tout cas, ce qu'il y a à savoir sur leur médicament pour le manipuler dans des conditions à la fois sanitaires et sécuritaires acceptables. Énorme, c'est vrai. Intéressant. Et tu jugerais comment, en toute honnêteté, hein, mais justement la connaissance des personnes sur les sites de production vis-à-vis de leurs produits. Parce que ça, c'est un enjeu, justement, quand on parle de maîtrise de la qualité, quand on parle, alors nous, on le vit au quotidien, quand on est sur les déviations, où il faut évaluer la criticité d'une déviation, où à un moment donné, il faut avoir un minimum de connaissances produits. Alors quand on est sur un comprimé, un sirop, des trucs comme ça, effectivement, les gens, même si on a sur des sites des gens qui connaissent pas même ce genre de produit, mais globalement, on arrive mieux enfin, les personnes cernent un peu mieux leurs produits. Quand on est sur du biomédicament, est-ce que, justement, toi, tu penses que les personnes sur les sites, que ce soit la qualité, la production, etc., ils ont une connaissance assez fine de leurs produits pour pouvoir avoir des évaluations pertinentes dans les déviations, dans tout ce qui peut tourner autour de la qualité, justement?
Alors, ceux qui sont à l'heure actuelle sur les sites de production, je ne sais pas encore. Je vais aller en accompagner dans 3 semaines, donc je pourrais répondre à ça début 2021. En revanche, je me tirerais une balle dans le pied si je disais que ceux qui y seront demain, c'est pas le cas, qui connaissent pas bien le médicament, parce que j'en ai formé une partie, notamment au travers d'interventions au Biochimie Institute. Donc, je vais dire que ceux qui seront embauchés demain, ils seront tous extrêmement bien formés et experts sur leur technologie. C'est bien. Ouais, non, mais c'est bien, c'est rassurant. C'est rassurant. Oui. Et au niveau opérateur ou technicien de production, parce que les compétences sont un peu différentes, est-ce que toi tu aides à former ces personnes-là quand tu dis que tu formes Enfin, parce que du coup, j'imagine que fabriquer un biomédicament quand on est technicien ou opérateur, c'est pas la même chose que d'aller faire du conditionnement secondaire, quoi. Ben, typiquement, le Biochimie Institute qui est installé à Tours, il a ça comme finalité, c'est-à-dire que c'est un institut qui fait à la fois du niveau technique et du niveau après cadre. Le but étant de recréer un environnement de bioproduction le plus fidèlement possible pour former des gens spécifiquement à cette problématique-là, en considérant que c'est un domaine sensible et qu'il faut absolument que les gens soient experts dans ce qu'ils font, et qu'ils comprennent dans quoi ils mettent les mains. Donc tu nous as parlé du Biocube, de la Bio-Institute. Est-ce que tu interviens dans toutes ces institutions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors, en termes de formation à ce qu'est bioproduction, je vais parler pour ce que je connais, c'est-à-dire la Touraine. Il y en a ailleurs en France. Je vais pas non plus dire qu'il y a que nous qui faisons ça. En revanche, en Touraine, on est assez orienté là-dessus. On a à la fois l'Institut universitaire de Touraine, donc des IUT qui sont dédiés à ce qui est bioanalyse, donc notamment une licence qui est analyse expérimentale des biomédicaments. On a le Biocube Institute qui est un institut effectivement en entier qui est dédié intégralement à ça, qui forme à la fois du personnel technique et des cadres. Et puis on a des licences et des masters sur les facs de sciences et de pharmacie qui sont dédiés aux biomédicaments et qui permettent de former plutôt du personnel de R&D ou des pharmaciens à ces problématiques-là. Il y a aussi l'IUT de Lyon, je crois, il me semble aussi, c'est un mini-site de production aussi. J'avais visité ça une fois. De Lyon. Ils ont. Alors de Lyon, il y a l'IMT. Ouais, l'IMT, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, l'IMT, oui, ce que je me disais. Alors l'IMT, ils ont beaucoup de formations effectivement comme ça, articulées autour très notamment de l'assurance qualité. D'accord. Donc Tours, gros pôle effectivement de formation sur l'industrie pharmaceutique au final. Sur le biomédicament en particulier et le domaine pharmaceutique en général, oui. Ok, donc ça fait maintenant, comme j'avais prévu, 1 heure qu'on parle, c'est passé extrêmement vite. Arnaud, est-ce que tu as d'autres questions pour Guillaume ? Moi j'ai des questions, mais que je sais pas si elles sont pertinentes pour le podcast. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. C'est plus sur ton modèle économique, justement. Donc aujourd'hui, tu es tout seul dans ta société ou tu as des collaborateurs comment ça se passe ? Alors, ça fait 4 semaines que je me suis lancé, donc je suis en micro-entreprise. Okay. D'accord. Donc pour l'instant, tant que je passe pas les plafonds, je reste en micro. Il est prévu un passage en société début 2021 pour une société qui va être pour l'instant tout seul, c'est-à-dire une structure de type SASU où je suis tout seul dedans. À terme, j'aimerais bien effectivement pouvoir embaucher des gens sur des problématiques que je maîtrise pas. Tant que j'arrive à tout faire avec mes petites mains, je le fais. Mais ça va, vu la vitesse à laquelle ça part, je pense que je vais assez vite avoir des besoins de collaborateurs, effectivement. D'accord. Et du coup, t'imagines, parce que tu fais du conseil, mais du coup, c'est du conseil assez particulier. C'est pas de la prestation de service. C'est vraiment du vrai conseil, comme on l'entend. Mais du coup, tu t'imagines tes collaborateurs, ça sera quoi leur profil demain ? Alors, la partie des activités que je maîtrise le moins, il y a tout ce qui est l'aspect gestion de projet et plus soumission de projet à des échelles nationales et internationales où là j'ai pas de compétences particulières dessus. Et puis il y a des aspects à chaque fois sur des parties industrielles, notamment tout ce qui est montée en puissance d'un bioprocédé ou des choses qui sont des problématiques industrielles. Moi j'ai été essentiellement académique dans ma carrière, donc c'est vrai que des problématiques qui sont très terre à terre industrielles, je vais être moins expert et donc je préférerais que ce soit géré par des gens qui connaissent ça mieux que moi. D'accord, intéressant. Ok. D'autres questions ? Non, après
je me demandais aussi, ouais, enfin c'est vraiment bon, c'est le côté plutôt entrepreneur là qui m'intéressait aussi. Donc je sais pas, là on sort un peu du cadre du podcast, mais je trouve ça Ça, du intéressant. coup, au pire, je monte, mais continue. Moi, je trouve ça assez Ouais. intéressant quand même. Hein. Et ouais, c'est intéressant du coup de se lancer comme ça. T'as déjà eu une expérience dans une petite entreprise ou modèle où tu te lances vraiment en partant de zéro, mais justement avec toute cette partie structuration d'une société, gestion, enfin je sais pas, business plan, gestion financière, etc. Tu pars de zéro là-dessus? Alors, je pars pas tout à fait de zéro parce qu'il y a l'incubateur accélérateur Pépite qui m'a permis d'avoir à la fois du mentoring, donc des vrais entrepreneurs qui étaient dans des branches totalement différentes, mais qui m'ont épaulé pour m'expliquer comment ça fonctionnait, tout ce qui est design UX UI, enfin donc l'expérience utilisateur, la partie financière, la partie marketing, la partie commerciale. Donc il y a vraiment une montée en compétences qui s'est faite de façon assez récente, hein, pendant le premier confinement. En même temps, je n'ai aucune expérience hands-on, c'est-à-dire aucune expérience de terrain dessus. Ça a été des paroles d'entrepreneurs et des discussions qui m'ont permis de gagner un peu en compétences là-dessus. Et puis, il y a le retour marché, l'expérience terrain qui fait que, au fur et à mesure, je me suis ajusté. Je me suis rendu compte que mon site était pas beau, que je savais pas faire de graphisme, donc j'ai fait intervenir une graphiste. J'ai eu des partenariats avec des écoles digitales pour monter mon site internet et le coder, donc j'ai pu bénéficier d'un certain nombre d'aides et de facilités, on va dire, au démarrage. Et puis il y a un petit peu la chance de la société d'expertise qui fait que j'ai besoin de très peu de matériel. Il me faut un très bon ordinateur pour faire du montage et puis 3 autocollants pour faire de la pub et puis on est parti, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un investissement initial qui est beaucoup moins important, une prise de risque financière qui est moins importante que dans une société où il faut par exemple un bioréacteur et puis des conditions de bioproduction, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Intéressant. Intéressant. Ok. Moi j'avais juste une dernière question quand même qui est assez intéressante. Quel référentiel on applique quand on veut faire des biomédicaments? Alors, en termes de bonnes pratiques de fabrication, il y a des annexes, il y a 2 annexes qui s'appliquent. Il y a l'annexe de tout ce qui est forme stérile et l'annexe qui est dédiée aux biomédicaments. Donc, il y a, on va dire, 60 pages de bonnes pratiques de fabrication en plus. Non, peut-être pas, mais quelques dizaines de pages en plus à s'infuser pour être sûr de rester dans les clous. Et puis, il y a une norme de caractérisation qui est la norme internationale de la conférence internationale d'harmonisation qui s'appelle ICHQ6B, qui est dédiée aux biomédicaments et qui sert à donner les directives, notamment pour tout ce qui est caractérisation analytique. D'accord, du coup ça pourra servir à tous ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop regarder. C'est un domaine où il y a quand même pas mal de papier blanc, de ce qu'on appelle les white papers. Il y a un petit peu d'entraide quand même là-dessus. Je dirais qu'il y a une accessibilité des documents qui est quand même présente. D'accord. Donc Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment te contacter? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un petit peu de Guillaume chez soi? Alors mes coordonnées sont partout sur le net, hein. Je suis totalement disponible sur LinkedIn, il y a mes coordonnées complètes. J'ai un site web qui s'appelle b2biopharma.com et mon numéro de téléphone qui figure à la fois dans le site web sur LinkedIn. C'est assez facile de me trouver. On mettra et ça la chaîne en YouTube description. la chaîne YouTube dont tu parlais là, du coup, c'est La chaîne YouTube s'appelle Anticorps et Biomédicaments. Elle comporte pour l'instant pas grand-chose. Il y a 2 cours magistraux et 2 petites vidéos de concept, mais à mesure qu'on va avancer dans le temps, avec Pogo Vidéo, on va pouvoir justement étoffer un peu ce catalogue d'auto-formation qui sera intégralement gratuit et disponible sur YouTube. D'accord. C'est super ça. Du coup, on mettra toutes tes coordonnées et tout ça en lien dans la vidéo. Et donc, vite fait pour préciser, B2Bio, c'est b2biopharma.com. Exactement. Toutattaché.com. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode qui est parti très très vite encore une fois. Donc, merci beaucoup Guillaume d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Et puis, peut-être que tu reviendras pour plus de biomédicaments, plus de biotechnologie. Ça serait vraiment super. Très volontiers. Donc, Arnaud, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Écoute, concernant le podcast, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, concernant le reste, je dirais, comme Guillaume, en fait, hein, LinkedIn et YouTube sont nos 2 principaux pourvoyeurs d'informations, on va dire. Voilà, et non, c'était un podcast très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais pour le coup, je trouvais ça vraiment passionnant. J'ai pas posé beaucoup de questions parce que j'étais passionné par ce que tu nous disais, Guillaume. Donc, non, c'est vraiment intéressant.
C'est vraiment intéressant comme vision et comme vraiment bien, quoi. Super. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous supportent sur LinkedIn. Ça fait vraiment super plaisir. Vos messages, etc. C'est vraiment génial. Ouais, complètement. Ça donne envie de continuer notre combat pour une qualité plus efficace. Allez, merci à tous et puis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!